On est très, 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 très heureux, évidemment, de vous accueillir pour cette séance d'ouverture du congrès de fondation de Révolution Permanente, qui réunit en plus des délégués qui ont été élus par les assemblées générales, des alliés, des observateurs, des compagnons de route, qui nous font le plaisir d'être là avec nous ce soir et qu'on est très, très, très content de pouvoir compter parmi nous. La réalité, c'est qu'un an et demi après notre exclusion du NPA et après une campagne présidentielle ultra subversive où on a fait le pari, à mon avis, relativement historique à l'échelle de l'histoire de la Ve République, de présenter un ouvrier issu de l'immigration, fils de Chibani et avec un programme révolutionnaire. Aujourd'hui, on réunit un congrès qui réunit là 400 participants dans plus de 15 villes de France. Et on a passé, on le disait avant dans la conférence de presse, mais les dernières semaines, les derniers mois, à débattre, à discuter sur des textes de congrès qu'on a rédigés, qui sont préparatoires, qui sont publiés sur le site de Révolution Permanente et qui vont être soumis au débat à l'occasion de ce week-end de congrès. Mais donc, je le disais, des textes sur la situation internationale, sur la situation nationale et les bases politiques de la nouvelle organisation dont on soumettra au vote les statuts, la direction et la fondation ce dimanche. Doucement pour la traduction. Personne ne m'a rien dit. Hein. Ah si. C'est bon ? Ok. Ce congrès de fondation, je pense que ça échappe à personne qui s'inscrit dans un contexte particulier, déjà celui d'une crise mondiale du capitalisme, une crise économique, une crise écologique, une crise sanitaire et même un accroissement extrêmement fort des tensions entre puissances avec l'agression récente de la Russie sur l'Ukraine, et que cette situation d'instabilité, elle a déjà donné lieu à d'immenses processus de lutte des classes partout dans le monde. En France, vous le savez, on a été gâtés, mais depuis 2016, on a quasiment eu une mobilisation nationale par an, à commencer évidemment par la loi travail, mais ensuite la bataille du rail, les gilets jaunes, bien sûr. On aura l'occasion de discuter tout ça à l'occasion de notre congrès, mais la réforme des retraites et puis une interruption de la pandémie et au final la grande grève des raffineurs de l'automne dernier. Et c'est effectivement dans la chaleur de ces grands affrontements de classe que Révolution Permanente a fait ses armes, a forgé ses premiers militants, a tiré les leçons de ces expériences-là. Et c'est précisément parce que cette situation, elle promet de s'intensifier encore, qu'on pense qu'on a besoin d'une gauche révolutionnaire, d'un parti de combat qui permet d'organiser la colère, de la doter d'un programme et d'une stratégie qui permettent de vaincre. Précisément, le congrès, il arrive dans un moment de recomposition de la gauche et de l'extrême gauche. C'est même très, très, très récent, puisque la semaine dernière, je pense que vous avez tous suivi, mais que le NPA a scissionné. C'est une organisation qu'on connaît bien. On a milité dedans, pour la plupart d'entre nous, pendant de longues années. Et c'est le moment où, du coup, le débat de savoir quelle stratégie, quel projet, quelle organisation pour répondre à la situation a une actualité particulièrement vive. Et on remercie d'ailleurs à ce titre les camarades du NPA qui défendent le maintien d'une gauche indépendante de la gauche institutionnelle, d'avoir répondu présent à notre invitation et d'assister à cette séance d'ouverture. Je ne les vois pas, mais ils sont quelque part par là-bas. Et on les remercie de participer à ce moment-là. Et deux mots avant de passer la parole aux premiers intervenants qui se succéderont et à ceux qui participeront à cette séance d'ouverture, qui ont prévu des salutations de différents types. Saluer des camarades du coup qui prendront pas la parole publiquement cette fois-ci, mais qui nous ont fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui ce soir. Le premier d'entre eux, c'est Jean-Marc Rouillant. C'est un camarade qui a fait le choix de soutenir la candidature d'Anas et qui est un compagnon de route de l'organisation depuis. Et pour nous, c'est une grande, grande, grande fierté parce que c'est un camarade qui a passé 28 ans en prison, dont 7 années à l'isolement, et qui, même après ça, a jamais renié ses idées révolutionnaires. Et on a le plaisir de fêter, en même temps que la fondation de la nouvelle organisation, l'abandon des réquisitions du parquet et la fin de l'acharnement judiciaire qui subissait jusqu'à maintenant. On veut également remercier Xavier et Sabine, qui sont deux avocats qui font le plaisir de suivre avec beaucoup d'intérêt ce qu'on fait régulièrement. En particulier, un grand merci à Sabine qui a soutenu la candidature d'Anas dès le début et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir.
Et je vais maintenant passer la parole aux intervenants de différentes organisations sœurs de Révolution Permanente à travers le monde, car vous le savez, et on fait de l'internationalisme un principe absolument incontournable de notre ADN politique, et c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir compter dans la salle des délégations d'organisations de la fraction trotskiste de la 4e internationale, et parmi eux des délégations de l'État espagnol, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Argentine et du Brésil. Et sans plus tarder, pour commencer, je vais passer la parole à Raoul Godoy, qui est un dirigeant et un membre fondateur du Parti des travailleurs socialistes d'Argentine, qui est un militant ouvrier de l'usine de céramique Zanon, qui est exproprié et sous contrôle des travailleurs depuis plus de 20 ans en Argentine. Et il a fait, avec Freddy, qui est un dirigeant du PTS également, le déplacement pour pouvoir participer à notre congrès. Ah oui, il faut que je traduise aussi, ouais. Je traduis en français, c'est ça? Dans des quieras. Oui, là, j'aurais dû regarder ce qu'il y a écrit, tu me diras si je bug. Muchas cosas. Bueno. Buenas tardes, camaradas. Traigo desde la Argentina el saludo de toda la militancia del PTS, del Partido de Trabajadores Socialistas, de nuestros compañeros y compañeras obreras, de nuestros compañeros y compañeras estudiantes, del movimiento estudiantil, de compañeros y compañeras intelectuales, y también el especial saludo de mis compañeros y compañeras diputadas nacionales del PTS en el Frente de Izquierda, la compañera Miriam Breckman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, que les mandan un caluroso saludo a todo este congreso. Bonjour les camarades, je viens avec la salutation des camarades du PTS d'Argentine qui suivent avec attention chaque pas en avant que fait Révolution Permanente, et un salut particulier de nos militants ouvriers, étudiants, des femmes, du pain et des roses, nos dirigeants politiques et intellectuels, et de nos députés nationaux, Miriam Bregman, Nicolás del Caño et Alejandro Vilca. Todos estamos siguiendo muy atentamente este congreso que se da en un contexto de crisis capitalista, internacional, sanitaria, económico y social, y en el marco de una guerra reaccionaria que está teniendo fuertes consecuencias, no solo en la región, sino va a tener consecuencias económicas muy duras para el conjunto de la clase trabajadora a nivel internacional, porque los distintos gobiernos y patronales van a intentar descargar el peso de esa crisis en todo el conjunto de la clase obrera. Nous sommes au milieu, ce congrès se développe au milieu d'une situation de crise du capitalisme international, économique, sanitaire, mais aussi en plein moment du déclenchement d'une guerre réactionnaire, et qui aura des conséquences pour l'entièreté de la classe ouvrière internationale, puisque le patronat et la bourgeoisie du monde cherchera à en faire payer le prix aux travailleurs du monde entier. Pero así como esto es un hecho categórico, también es un hecho categórico la huelga de más de 300.000 mujeres y hombres de la salud en Gran Bretaña que están peleando en las calles hoy en una huelga ejemplar, que es parte de varias huelgas en Europa, y también de el pueblo de los trabajadores y el pueblo campesino en Perú, que resisten la represión con movilizaciones enormes en las calles. Desde este Congreso les mandamos un fuerte saludo, toda nuestra solidaridad, porque la clase obrera es una y sin fronteras. En même temps que c'est certes un fait qu'il y a cette crise mondiale, mais un autre fait qui existe et une autre réalité, c'est celle du combat héroïque des 300 000 travailleurs de la santé qui sont en lutte aujourd'hui en Angleterre. C'est le combat aussi héroïque des paysans et des classes populaires du Pérou. Et depuis ce congrès, on envoie une énorme salutation, un énorme encouragement au peuple travailleur du monde entier, puisque la classe est unie et sans frontières. Los revolucionarios tenemos que tener un punto de vista internacional y una militancia internacionalista. Y esto no es solamente unir y solidarizarnos con las luchas, sino estudiar cada proceso, sacar las lecciones estratégicas y afilar nuestro programa, nuestras herramientas, nuestro programa, la lucha ideológica, también desde nuestro punto de vista del marxismo revolucionario, y también aportar a la construcción de un gran partido internacional de la clase obrera.
Les révolutionnaires sont internationalistes et ça ne veut pas seulement dire organiser la solidarité entre les travailleurs du monde entier, mais ça veut aussi dire tirer les leçons stratégiques de tous les phénomènes de la lutte des classes à travers le monde. Ça veut dire apporter notre programme, mettre au service nos outils, intervenir dans les luttes et voir comment unir tout ça au service de la construction d'une grande organisation révolutionnaire des travailleurs. Francia tiene una larga tradición en la lucha de clases y nos ha enseñado muchísimas cosas a lo largo de la historia a toda la clase obrera internacional. La France, elle a une histoire extrêmement riche de la lutte des classes et vous avez appris et vous avez beaucoup de choses à apprendre à la classe ouvrière du monde entier à travers l'histoire. Aprendió toda la clase obrera internacional de la cual somos parte mucho de la Comuna de París, donde fue el primer gobierno de trabajadores de la historia. Et la classe ouvrière internationale, elle a beaucoup appris de la Commune de Paris, qui a été la première expérience de gouvernement des travailleurs du monde. Que sembró las bases no solo teóricas, sino prácticas de la ocupación y puesta en marcha de las fábricas que se ocupaban y se ponían en producción. O sea, fue la cuna de la primera experiencia de gestiones obreras que impactó a toda la clase obrera internacional. C'est là, ça a été le laboratoire et les premières expériences des occupations d'usines et de la remise en production des usines. Et ça a été un laboratoire et les premières occupations, ces pratiques-là, dans l'histoire de la classe ouvrière. Con toda humildad quiero decir que nos sentimos parte en Argentina y en Sanón, los obreros de Sanón, de esos gloriosos comuneros que pusieron en marcha las fábricas frente a las burguesías que huían cobardemente y los obreros la pusieron a producir y bueno, y dieron un gran ejemplo histórico demostrando el potencial de la clase trabajadora. Et nous, modestement, chez Zanon, on se sent, en Argentine et chez Zanon, on se sent les héritiers de ces communards qui, avec du courage et de la témérité, ont remis à produire les usines après les avoir expropriées quand la bourgeoisie fuyait lâchement. Pero también nos dejó la Comuna de París muchas enseñanzas más, entre otras la del parlamentarismo revolucionario, la de que el hecho de que cada funcionario, cada político en funciones tenía que cobrar el mismo sueldo que un trabajador o que una trabajadora, justamente poniendo en evidencia lo que es una casta política que se enriquece con los cargos públicos tan repudiado por el conjunto de la población. Tenemos el orgullo de decir que nuestros diputados y diputadas del PTS en la Argentina hacen eso, cobran lo mismo que un trabajador y el resto de su sueldo está puesto al servicio de la lucha. Et une des autres expériences qu'on revendique beaucoup de la Commune de Paris, c'est la manière dont ils ont questionné le pouvoir politique et le fait notamment qu'un élu, un fonctionnaire, mais un élu, quelqu'un avec un mandat, ne pouvait pas gagner plus qu'un travailleur de base, qu'une maîtresse d'école, notamment en mettant en évidence l'écart entre cette caste qui s'enrichissait sur le dos de la majorité de la population. Et nous, on est fiers de pouvoir dire qu'en Argentine, nos députés ne gagnent pas plus qu'un travailleur ouvrier et que le reste de leur salaire, ils le mettent au service des luttes. Pero no ha sido en la historia el ejemplo de la clase obrera francesa. Hace poco tiempo sacudió a todo el mundo también el proceso de los chalecos amarillos, acá, que pusieron en la calle en jaque al gobierno de Macron y despertó la simpatía de miles de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Mais on n'est pas obligé de remonter aussi loin dans l'histoire. Il y a aussi le mouvement des Gilets jaunes ici en France qui a terrifié la bourgeoisie et qui a suscité l'espoir de milliers et de milliers de travailleurs à travers le monde. El proceso de los chalecos amarillos, junto con el proceso que dio la juventud chilena enfrentando en las calles al gobierno de Piñera, dan cuenta que de la heroicidad de la juventud cuando puede enfrentar al poder político y poner en jaque a los gobiernos. Et l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, comme celui de la jeunesse chilienne qui est descendue dans la rue et s'est affrontée au gouvernement de Piñera avec un héroïsme absolument hors norme, montre la capacité et le potentiel de la classe ouvrière quand elle met en déroute les régimes bourgeois. Pero los revolucionarios somos conscientes que con las revueltas no alcanzan. Las revueltas pueden poner en jaque, pero no nos pueden dar el triunfo final. Por eso tenemos que trabajar intensamente por construir esa victoria estratégica. Mais nous, les révolutionnaires, on est conscients que les révoltes ne suffisent pas. Les révoltes peuvent mener à la déroute de gouvernement, mais elles ne suffisent pas pour vaincre. Et nous, les révolutionnaires, on pense qu'il faut travailler et construire les outils pour nous permettre de vaincre et d'aller jusqu'au bout. Comprometidos con esa tarea histórica es que también le dedicamos mucho tiempo al estudio, a la formación, a la elaboración teórica y política. Y ahora hace poco se ha editado un libro que quiero mostrarles, que es el libro de la movilización a la revolución, y es verdaderamente para mostrar cuál es nuestra estrategia, pasar de la movilización a la revolución. Y eso es una tarea estratégica que tenemos que organizar en forma muy consciente. Este es el libro de nuestro compañero Matías Mayelo.
Et c'est pour ça qu'on pense qu'on est engagé jusqu'au bout dans ce travail qui implique de passer de la mobilisation ou de la révolte à la révolution, et ça implique l'étude, l'élaboration, l'appropriation de l'ensemble des expériences et un travail extrêmement conscient. C'est pour ça que moi je revendique notamment la publication de ce livre qui s'appelle De la mobilisation à la révolution, qui permet d'élaborer, de construire les outils pour vaincre, quoi. La militancia, la práctica internacionalista y el internacionalismo no es una frase para decir los días de fiesta solamente. Requiere de un compromiso militante práctico y cotidiano. Et le militantisme révolutionnaire et internationaliste, c'est pas juste un discours pour les jours de fête, ça implique une pratique militante quotidienne. Por eso desde el PTS y desde la FT vimos con mucho orgullo la campaña política que hicieron y que encabezó nuestro compañero Anas Kassif hace poco tiempo con una campaña anticapitalista, antiimperialista, pero también antirracista, que fue acompañada por mucha juventud, por movimientos LGTB, por movimientos ecologistas, pero que marcó una impronta. Es unir lo que decimos en un papel, hacerlo práctica y batallarlo en las calles. Et c'est pour ça que depuis le PTS et depuis l'Argentine, on a suivi avec énormément de fierté la campagne politique de notre camarade Anas Kassif ici, qui était une campagne anticapitaliste, antiraciste, anti-impérialiste, et qui a uni aussi des secteurs entiers de la jeunesse, du mouvement LGBT, du mouvement écologique, et qui avait pour sens pas seulement justement de formuler des discours abstraits, mais de voir comment l'incarner dans la pratique et se battre jusqu'au bout pour ce projet-là. Una organización revolucionaria internacionalista no es una sumatoria de acuerdos diplomáticos entre distintas organizaciones. Une organisation révolutionnaire, c'est pas une coordination, une révolutionnaire internationaliste, c'est pas une coordination, une accumulation d'organisations d'accord sur certains points. Sino, siguiendo a nuestros maestros revolucionarios, de lo que se trata es de construir el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Mais en réalité, c'est la véritable tentative de construire le Parti mondial de la Révolution socialiste. Estamos muy orgullosos que en este Congreso esté como parte de las mociones la integración a la AFT y el continuar trabajando intensamente con la red internacional de diarios en 14 países y en 7 idiomas. Es una gran tarea militante. Et on est très très heureux de voir que est soumis au vote de ce congrès l'intégration de la nouvelle organisation à la fraction trotskiste de la 4e internationale et la participation à son réseau de quotidien dans combien de pays ? 14 pays et 7 langues. Et c'est une grande tâche militante de continuer à l'alimenter, à le faire vivre et à le construire. Y entendemos nosotros que es un gran punto de apoyo y un gran punto fuerte justamente para construir una gran corriente revolucionaria en Francia frente a la crisis del conjunto de la izquierda francesa. Et c'est un énorme point d'appui, cet ancrage internationaliste, pour construire une organisation révolutionnaire face à la crise qui est en train de traverser la gauche et l'extrême gauche française. Nos venimos a poner a disposición de esta tarea militante internacionalista desde los distintos grupos del FT y queremos saludar este congreso y desearles lo mejor porque nos parece que es muy importante cómo sacamos el domingo desde acá. Attends, si je sais. Et du coup, on est prêt, nous, depuis l'AFT et depuis les accumulations qu'on a dans tous les différents pays, à se mettre à la disposition de la création de la nouvelle organisation. Et on est très content de ce qui va sortir dimanche de ce congrès. Et on vous fait un salut extrêmement fraternel et on vous souhaite beaucoup de choses dans le combat qui vous attend. Nos sentimos... Sepan todos que no están solos en cada uno de los lugares donde está el FT. Vamos a llevar la misma tarea que ustedes con todas nuestras fuerzas. ¡Viva Revolución Permanente! ¡Viva el FT! ¡Viva la Cuarta Internacional! Et sachez que partout où vous menez ce travail-là, vous n'êtes pas seul, qu'on fait le même combat dans tous les pays où l'AFT existe. Et vive Révolution Permanente, vive la fraction trotskiste et vive la 4e internationale. Bon, deux mots avant de continuer avec les salutations internationalistes. On est très content de voir que Sandra Lucbert et Frédéric Lordon sont arrivés. Merci beaucoup d'être là et on leur donnera la parole un peu plus tard.
avant de passer la parole à Diana du MRT, on a reçu des vidéos de salutations. Je ne sais pas si tu peux les diffuser, Camille, de camarades. Effectivement, comme le disait Raoul, l'AFT est présente dans plusieurs pays du monde et c'est un élément indispensable de la construction de partis parce qu'on ne pense pas qu'on construira une organisation dans les frontières d'un seul pays. On a reçu des salutations de nos camarades de Left Voice aux États-Unis, nos camarades de Marche vers le socialisme en Corée et du PTR au Chili. Oui, voilà, on fait un petit intermède dans les interventions internationales parce qu'il y a Assa Traoré et Youssef Brakni qui viennent d'arriver. Ils vont devoir partir vite, donc, et ils ont pris le temps de venir nous saluer, pourquoi on les remercie très, très, très chaleureusement, donc on les fait passer tout de suite. Je ne pense pas que Assa ait besoin de beaucoup de présentations, mais un mot très rapide. Pour dire que c'est avec énormément d'admiration qu'aujourd'hui on se remémore le tout premier meeting qu'on avait organisé à la fac de Tolbiac juste en 2016, en septembre ou en octobre 2016, un meeting qu'on avait appelé Faisons Front juste après la mort d'Adama Traoré, et que depuis on voit le chemin parcouru. C'est devenu la principale figure de l'antiracisme en France et c'est le symbole pour toute une génération de l'affrontement avec l'État, avec le régime et contre les violences policières. Et c'est avec tout le chemin qu'on a parcouru ensemble depuis toutes ces années, une immense fierté qu'elle prenne le temps de venir nous saluer aujourd'hui. Et pareil pour Youssef, qui est un militant du comité Adama, avec lesquels on a partagé maintenant beaucoup de tribunes et beaucoup de combats. C'est un soutien de la première heure de la campagne d'Anas. C'est quelqu'un avec qui on a milité ce grand mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que c'est très important qu'ils soient là tous les deux aujourd'hui et qu'on les remercie encore. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Merci pour cet accueil. Donc après, bon, évidemment, on était obligé d'être là. Et franchement, c'est incroyable, ce que je disais à Annès, c'est incroyable de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Voilà, on est ensemble depuis plusieurs années, comme tu l'as dit, depuis le début du combat. Je pense que tous les grands moments forts de l'ère du premier mandat de Macron, parce qu'il y en a eu, il y a un premier, il y a un deuxième malheureusement, on les a fait ensemble, on a toujours été ensemble, on a pris surtout les coups ensemble, on a résisté ensemble. Et donc c'était normal qu'on soit là pour ce congrès fondateur. Et c'est d'autant plus important que vous l'avez vu il y a avant-hier. Donc on a vu des chasses à l'homme dans la rue, vous avez vu des milices clairement d'extrême droite qui ont fait des chasses aux supporters nord-africains, mais pas que, en vérité, à tous ceux qui étaient dans la rue, qui ont fait, avec un appel, avec des cadres de l'extrême droite française qui ont défilé dans les médias. Vous avez vu, avant le match, après le match, pour chauffer à blanc, et c'est le cas de le dire, c'est leurs troupes pour qu'elles puissent passer à l'acte. Et donc c'est vraiment important que dans ce contexte-là, il y ait un outil, et cet outil c'est votre parti, un parti à nos côtés, avec nous, avec un mouvement comme le Comité Adama, qui est un mouvement des quartiers populaires. Nous on fait notre taf, entre guillemets, de notre côté, mais vous aussi, on a besoin d'un parti politique révolutionnaire, radical, antiraciste, antifasciste, à nos côtés, pour affronter ce qui arrive, ce qui est déjà là, et ce qui va arriver, et qui va sûrement être pire. Voilà, merci. On compte sur vous, on compte sur vous. Donc bonjour à vous tous. Bon, j'ai un peu la voix un peu enrouée, hein, je suis un peu malade. Mais pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui. C'était important de venir près de mon frère, Anas, parce que Anas, je le considère comme mon frère depuis le combat. Ça fait 6 ans. Et quand on le voit en année, on le voit en 6 ans. 6 ans, c'est énorme. 6 ans, c'est de l'endurance. 6 ans, c'est de la loyauté. 6 ans, c'est de la solidarité. 6 ans, c'est de la persévérance. Et en tout cas, moi, c'est ce que je peux dire. Anas, tu portes tous ces noms-là. Révolution permanente. Vous avez été loyal, vous avez été endurant, vous avez été persévérant. On a créé de la solidarité. Dans la solidarité, on crée de l'amitié. Dans l'amitié, on crée de l'amour. Et dans l'amour, on crée un frère. Et pour moi, c'est important d'être là pour soutenir ce parti. Ce parti qui est important, c'est un parti, pour moi, qui est l'avenir, mais l'avenir d'un changement, l'avenir d'une nouvelle ère, l'avenir pour l'égalité pour tous, l'avenir pour qu'on puisse dire, on ne cherche pas l'égalité pour une personne, pour une cause,
pour un parti, mais pour tout. Parce que tout le monde mérite d'être libre, tout le monde mérite d'être défendu, tout le monde mérite de marcher, de vivre librement. Et vous portez, en tout cas, depuis toutes ces années, depuis que je vous connais, ces valeurs-là, vous les portez. Vous les portez pour tous. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'appartenance ou autre, sexuelle ou pas. C'est que tout le monde doit être libre. Et pourquoi nous, on est fiers et contents d'être à vos côtés, être ensemble, c'est que vous portez en tout cas tout ça en vous et c'est important. Donc je suis contente, je suis même honorée d'être là aujourd'hui et de dire dans l'histoire, dans votre histoire de construction, dans plusieurs années, je pourrais dire qu'on était là au début, on était là aujourd'hui, on a participé à cette construction et ça c'est fort et ça c'est puissant. J'ai envie de dire ceux qui ne sont pas là, ils ont tort, ceux qui ne sont pas là, c'est de dire venez parce que le changement il se fait ensemble, il se fait dans cette solidarité et on voit comment les temps sont durs, de plus en plus compliqués, mais il ne faut pas lâcher parce que si nos anciens avaient lâché, on ne serait pas là aujourd'hui, nous, vous. Donc il faut continuer ce combat, il faut continuer cette lutte, mais il faut la continuer pour tous et pour l'égalité pour tout le monde. Merci à Révolution Permanente, merci à Anas. Merci. Merci pour mon frère, merci pour Adama, merci pour toute la famille Traoré, merci pour toutes les personnes à qui vous donnez la voix. Parce qu'il faut savoir que les luttes sont dures, le combat est dur. Peu importe les luttes, des fois on n'a pas de médias, personne pour nous donner le micro, personne pour venir prendre nos voix, personne pour filmer. Révolution Permanente, ils arrivent toujours par une porte, ils arrivent toujours quelque part. Et c'est vraiment vrai, et ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là pour donner cette voix-là. Ils sont tout le temps là pour mettre à l'image ces luttes et ces combats. Et c'est très, très, très important. Et c'est important, en tout cas, d'être là. Donc, mais aujourd'hui n'est pas un jour... je pense que nos combats sont liés parce que nous aussi, on fera une annonce tout à l'heure à 18h. Donc, ça sera le même jour que vous. Donc, nos combats sont liés. On avance ensemble et on continue à avancer ensemble. Et il faut surtout que toutes les luttes et tous les combats continuent à se créer dans la solidarité. Je leur ai dit, dans la solidarité, on crée de l'affection, on crée de l'amour, dans l'amour, on crée des frères et des sœurs. Merci beaucoup. Et puis on invite l'AFP à se rapprocher de vous pour être là à 18h. Et peut-être maintenant, pour continuer sur les salutations internalistes qu'on avait entamées, T'as dit internaliste. Internationaliste. On va donner la parole à Diana, qui est camarade de la direction du mouvement révolutionnaire des travailleurs brésiliens, qui a également fait le déplacement, qui a traversé l'Atlantique pour participer aujourd'hui. Surtout que vous savez, on accorde une attention particulière à nos camarades du Brésil, puisque c'est un contexte d'un Brésil extrêmement polarisé et avec une tendance très, 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 très forte. Et la montée d'idées réactionnaires autour de Bolsonaro. Et là-bas aussi, nos camarades se battent pour la construction d'une gauche révolutionnaire de combat. Et je la laisse expliquer. Bom, camaradas, sou Diana Assunção, como a Elza apresentou. Eu sou do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Estou muito feliz de estar aqui representando meus camaradas
do Brasil e participando da fundação dessa nova organização revolucionária aqui na França, que eu acho que é um grande exemplo para a gente no Brasil e em todos os países que a AFT está. Camarades, je m'appelle Diana Assunção. Je viens en représentant le mouvement des révolutionnaires des travailleurs du Brésil. Je suis très contente de participer de la fondation de cette nouvelle organisation révolutionnaire qui est un exemple non seulement pour ici en France, mais aussi pour le Brésil et dans tout le monde. Eu falo de país que teve, nos últimos meses, nos holofotes da imprensa internacional, justamente pelo embate entre o reacionário Bolsonaro e Lula, histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores. Je parle depuis un pays qui a été devant les spots de la presse internationale face à la dispute qu'il y a eu entre le réactionnaire Jair Bolsonaro et Lula, le dirigeant historique du Parti des Travailleurs au Brésil. E eu acho que o caso brasileiro é muito importante, é particularmente importante, para pensar a construção de organizações revolucionárias diante da extrema-direita a nível mundial. Et je pense que le cas brésilien est très important pour réfléchir, pour penser à la construction d'organisations révolutionnaires au niveau international. Durante todo o governo Bolsonaro, a gente veio lutando para defender a frente única dos trabalhadores, para enfrentar essa extrema-direita e todos os ataques que estavam levando adiante. Pendant le gouvernement de Bolsonaro, on a lutté pour organiser ce front unique des travailleurs pour affronter, pour faire face à cette extrême droite et à toutes les attaques. Mas no Brasil, todo esse ódio contra o Bolsonaro, contra toda a situação do país, onde tem milhões de pessoas passando fome, contra ataques brutais como o assassinato da Marielle, né, uma vereadora de esquerda, tudo isso tem sido canalizado para as vias institucionais, para dentro do regime político. Mais au Brésil, toute cette haine contre Bolsonaro, contre cette situation dégradée du pays où il y a des millions de personnes qui ont faim, qui souffrent de faim, contre toutes les attaques brutales, comme ça a été l'assassinat de la conseillère municipale de gauche, Marielle, qui a été assassinée. Et toute cette haine a été canalisée par les voies institutionnelles à l'intérieur du régime. Então, hoje tem justo ódio a essa figura asquerosa que é o Bolsonaro, uma figura que defende a ditadura, que defende a tortura, que é extremamente racista, justamente no país com maior população negra fora da África. Et aujourd'hui, il y a une détestation, une haine juste contre cette figure néfaste qu'est Bolsonaro, qui défend la dictature, qui défend la torture, qui déteste le communisme et qui est profondément raciste, justement, précisément dans le pays où il y a la plus grande population noire en dehors de l'Afrique. E tudo isso tem sido utilizado para dar sobrevida a regime político abertamente degradado com enorme protagonismo dos militares. Et tout ça a été utilisé pour donner une sorte de survie à un régime politique clairement dégradé, en décomposition, et avec une forte participation des militaires dans la vie politique. E a sobrevida a esse regime está vindo das mãos do Lula e do Alckmin, que seria uma espécie de Sarkozy, ou seja, neoliberal declarado que, além de tudo, reprimiu inúmeras lutas de trabalhadores, especialmente de professores. Et cette survie du régime est en train d'avoir lieu de la main de Lula et d'Alckmin, qui est une sorte de Sarkozy, c'est-à-dire un néolibéral ouvert qui, en plus de ça, a réprimé de nombreuses luttes des travailleurs et travailleuses, notamment des enseignants. E com eles estão empresários, banqueiros, todo tipo de políticos da direita que querem descarregar a crise sobre as nossas costas. Et à côté d'eux se trouvent des patrons, des banquiers et tout type de politiciens des droites qui veulent décharger la crise sur notre dos. E o Macron já mandou apoio para esse governo, fazendo demagogia com a Amazônia,
né, justamente no momento em que avança o agronegócio pelas mãos também desse novo governo. Et Macron a déjà déclaré son soutien à ce gouvernement en faisant de la démagogie autour de la question de l'Amazonie. Et oui, il y a aux politiques des concessions à l'agrobusiness qui a avancé lors des gouvernements aussi de Lula. E canalizar todo esse ódio para as instituições tem a ver também com impedir a possibilidade de novos distúrbios que questionem essa política, como a gente já viu várias vezes na América Latina. Et canaliser, cette haine dans les institutions a un objectif. Pardon, je me suis. Oui, a un objectif de prévenir une possible déstabilisation et de remise en cause de ces politiques, comme on a déjà vu à plusieurs reprises en Amérique latine. E para isso contam com as burocracias sindicais, né, dirigidas pelo próprio partido do Lula, que dividem e impedem as lutas. Et pour ça, il compte aussi sur les bureaucraties syndicales dirigées par l'EPT, le parti de Lula, qui divisent et aussi parfois empêchent les luttes d'avoir lieu. Partido que já disse que não vai revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que se colocou contra o direito ao aborto, contra os direitos da população trans, que são justamente parte das demandas da extrema-direita. Un gouvernement qui a déjà dit, un parti qui a déjà déclaré qu'il ne va pas remettre en cause les réformes des retraites, du marché du travail, qui ne va pas avancer sur le droit à l'avortement et des personnes LGBT, etc., qui sont justement les revendications de l'extrême droite. E, ao mesmo tempo, fortalecem todas as instituições que abriram caminho para o Bolsonaro. Et en même temps, ils sont en train de renforcer toutes les institutions qui ont ouvert la voie au gouvernement de Bolsonaro. É por isso que essa conciliação de classes, ao contrário de derrotar a extrema-direita, abre espaço para a extrema-direita, assim como a gente viu aqui na França também, com os que defenderam o voto no Macron. C'est pour ça que cette conciliation de classe, au lieu contrairement de se battre contre l'extrême droite, elle ouvre la voie à l'extrême droite, comme nous, on a vu ici aussi en France, avec les discours défendant un vote à Macron contre l'extrême droite. Inclusive, no Brasil, essa extrema-direita segue se mobilizando mesmo depois das eleições. Então, esse discurso serve somente para impedir o surgimento de alguma alternativa que seja de aberto enfrentamento com o capitalismo. Et même au Brésil, l'extrême droite, même après les élections, continue à se mobiliser. Donc, on voit clairement que ce discours de conciliation, c'est pour empêcher le surgissement d'une politique alternative qui remette en cause le capitalisme. Nesse sentido, camaradas, é grande alento que na França esteja surgindo uma nova organização revolucionária que reúne parte importante da vanguarda operária aqui do país do último ciclo de luta de classes. En ce sens, pour nous, c'est un grand encouragement qu'en France, on soit en train de fonder une nouvelle organisation révolutionnaire qui rassemble une partie importante de l'avant-garde ouvrière du cycle des luttes de ces dernières années en France. E que batalhe pela refundação da esquerda revolucionária, superando a experiência do NPA, e que seja uma alternativa a toda essa política de conciliação de classes apresentada pela França Insoumise e pela NUPES. Et qu'elle se batte pour la refondation d'une gauche révolutionnaire qui dépasse l'expérience du NPA et qui soit une alternative face à toutes ces politiques de conciliation des classes qui représentées ici par la France Insoumise et la NUPES. Então, contra essa política de conciliação de classe, somente uma política decidida de unidade dos trabalhadores com as organizações da classe operária e setores oprimidos, como as mulheres, negros, LGBTs, imigrantes, indígenas, pode transformar a luta contra a extrema-direita. Alors, contre cette politique de conciliation des classes, seulement une politique déterminée, voilà, une politique, pardon,
déterminée, oui, d'unité des travailleurs avec les organisations de la classe ouvrière et des secteurs opprimés comme les LGBT, les Noirs, les femmes, les populations indigènes, peut transformer cette lutte contre l'extrême droite. Transformar a luta contra a extrema-direita em passo para derrotar esse sistema capitalista que é a fonte de todas essas aberrações, abrindo espaço para uma sociedade sem exploração e sem opressão, que é o socialismo. Transformer cette lutte contre l'extrême droite en une lutte pour vaincre ce système capitaliste qui est une... Oui. Pour en finir avec l'exploitation et l'oppression. Sim. Oui. Désolé. Terminou? Bom, camaradas, era isso. Estou muito feliz de estar aqui. E, enfim, para terminar, viva a Revolução Permanente, viva a FT, viva a luta dos trabalhadores na França e em todo o mundo, viva a Quarta Internacional. Voilà, donc pour... Vive la FT, vive Révolution Permanente et la 4e Internationale. Philippe est trop resté en France, il a oublié. Je pense qu'on a fait le tour un peu des délégations internationales et des salutations. On va passer la parole à Daniela, qui est une camarade fondatrice du courant depuis ses premiers pas en France et qui est évidemment membre de la direction de Révolution Permanente aujourd'hui. Merci les camarades. Moi, au nom de la direction de Révolution Permanente, je voudrais d'abord en fait remercier l'ensemble en fait des invités observateurs qui sont venus, donner la bienvenue aux délégués et aussi en fait saluer la présence des nombreuses délégations internationales qui sont ici, ce qui témoigne à mon avis en fait de l'importance relative, mais importance quand même en fait qu'a notre congrès aujourd'hui. Ce congrès, je pense que ça n'échappe à personne, comme disait Elsa au début, qu'il a lieu en fait dans un contexte particulier. D'une certaine façon, je pense en fait que l'enthousiasme dans cette salle contraste un peu avec le spectacle que nous avons vu en fait dans les médias ces derniers jours, qui est celui en fait d'une crise importante de la gauche et aussi en fait de l'extrême gauche avec l'explosion du NPA en fait en deux parties. Une organisation au sein de laquelle nous avons milité pendant de nombreuses années et dont notre exclusion il y a 1 an et demi a marqué le début du processus qui arrive aujourd'hui en fait à la création d'une organisation indépendante avec les camarades de Révolution Permanente. Cette scission à l'intérieur du NPA, elle a été opérée par la majorité historique de cette organisation, dans laquelle en fait, se situe l'ensemble de ses porte-paroles, et notamment Philippe Poutou et Olivier Besancenot. Et en fait, elle se fait au profit d'accords avec la France Insoumise, au moment même où le projet de la France Insoumise est en train de montrer toutes ses limites. C'est-à-dire les limites d'un mouvement qui n'a pas d'ancrage de classe, d'un mouvement gazeux, comme il le revendique eux-mêmes, dirigé par un leader suprême d'une main de fer. Et pour nous, ce projet-là, qui est le projet en fait, de conciliation de classe incarné par la France Insoumise, est une impasse pour le mouvement révolutionnaire. Et c'est pour ça que nous sommes pleinement solidaires des camarades qui ont impulsé à l'intérieur du NPA la plateforme C et qui aujourd'hui tentent d'empêcher la dilution complète du NPA dans le néo-réformisme. Cela ne veut pas dire en fait que nous soyons d'accord sur tout et c'est pas dans notre style en fait de cacher les désaccords. Nous avons par ailleurs en fait écrit récemment, nous avons un désaccord principal avec la démarche des camarades, c'est que nous pensons que la tâche du moment, c'est pas tant de continuer le NPA tout court, mais plutôt de dépasser cette expérience, c'est-à-dire en fait de tirer la leçon de l'échec d'un projet lancé il y a une quinzaine d'années et qui en fait a été une impasse pour la construction du mouvement révolutionnaire et qui aujourd'hui arrive à une explosion. Donc si nous sommes aujourd'hui
en train de créer une nouvelle organisation révolutionnaire, c'est parce que nous sommes convaincus que la tâche, c'est précisément en fait de dépasser cette expérience, non pas de continuer à construire un parti large avec une stratégie ambiguë, mais au contraire d'avancer dans la construction d'une organisation révolutionnaire qui soit un élément pour la récomposition d'une extrême gauche de combat à la hauteur en fait des événements qui sont déjà en train de se dérouler et qui vont se dérouler pendant les prochaines années. Ce désaccord que nous avons avec les camarades, dont nous voulons débattre, n'empêche pas, de notre point de vue, la recherche d'accords pratiques, que ce soit en fait pour l'intervention dans la lutte de classe, et je pense que la prochaine période va nous offrir beaucoup d'opportunités, en particulier avec le combat contre la réforme de retraite, mais aussi, pourquoi pas, pour des échéances électorales quand elles se présenteront. Et pour ça, en fait, on s'inspire du front que mènent nos camarades en Argentine avec l'ensemble des organisations de l'extrême gauche pour participer ensemble des échéances électorales et faire en sorte que l'extrême gauche puisse peser dans le débat national. Donc nous allons discuter pendant notre congrès du contenu précis des propositions que nous ferons aux camarades, mais il est certain que nous les ferons et que nous proposerons en fait dès la sortie de notre congrès une rencontre pour pouvoir explorer différentes formes de collaboration avec des camarades avec lesquels nous nous sommes battus pendant des années à l'intérieur du NPA malgré nos désaccords contre la liquidation de cette organisation, et nous pensons en fait que les tâches qui sont celles du mouvement révolutionnaire de la reconstruction de l'extrême gauche nous intéressent les uns et les autres, et nous sommes pleinement intéressés pour débattre, mais aussi en fait pour avancer pratiquement ensemble là où ce sera possible. Mais notre congrès en fait il sert surtout à tenter de poser les bases d'une nouvelle organisation révolutionnaire, qui est une nouvelle organisation révolutionnaire qui va chercher, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, à intervenir activement dans la lutte de classe, à y intervenir avec une stratégie, à essayer en fait à faire des véritables apports à notre classe, des apports en termes de programmes, d'auto-organisation, de programmes pour la lutte, de programmes pour vaincre. Et en même temps, une organisation qui veut offrir un cadre militant à de très nombreux travailleurs et jeunes qui sont en train de se politiser et de se radicaliser pendant le dernier cycle de la lutte de classe et qui ne trouvent pas forcément leur place dans les organisations actuelles de l'extrême gauche. Tout ça dans l'objectif d'ajouter notre petite pierre, une modeste pierre, mais que nous espérons solide, à la construction d'un grand parti révolutionnaire en France qui soit l'outil de la victoire révolutionnaire des travailleurs contre la bourgeoisie. En ce sens que les camarades, même si on peut avoir l'impression que depuis notre sortie du NPA, nous avons fait 1000 choses, dont la folle campagne d'Anas Kazib, que ce congrès d'aujourd'hui, c'est un point de chute. La réalité, nous l'avons dit, ce congrès est un point de départ. Ce n'est que le début et vous allez entendre beaucoup parler, nous espérons, de révolution permanente dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans la lutte de classe, mais aussi en fait sur tous les terrains, sur les combats idéologiques, sur les discussions avec l'ensemble de l'extrême gauche pour tenter de mettre sur pied un parti révolutionnaire à la hauteur des besoins de notre classe. On voudrait maintenant laisser la parole à des camarades ouvriers qui ont fait le choix de participer ce soir pour nous dire 3 mots et dont on a la fierté de pouvoir dire que c'est parmi les principaux animateurs des grandes grèves de la dernière période et depuis la rentrée en fait et de cette fameuse fin de la trêve Covid qu'on décrit. Le premier, c'est Alexis, qui est secrétaire CGT de la raffinerie de Normandie, qui est la plus grande... qui est la plus grande raffinerie de France, fer de lance du mouvement de grève des raffineurs de l'automne dernier, qui a continué la grève reconductible après l'accord signé par la CFDT, et mouvement dont on dit, vous avez lu le document national, qui a percuté le pays à partir du mois d'octobre, auquel on accorde beaucoup d'importance, puisque on fait la définition que c'est la fin de la trêve, que c'est un changement de situation, que ça a mis durablement le gouvernement sur la défensive. On est très contents qu'ils puissent intervenir ce soir avec nous. Merci les camarades. Bon, je vais dire un peu plus de 3 mots quand même.
je vous remercie déjà pour l'invitation, pour nous offrir et pour m'offrir la possibilité d'être là parmi vous. Une présence qui, de fait, allait pas de soi, parce que j'étais, je sais pas trop, on verra, on en discutera après. Mais à la base, je suis un militant syndical d'une tradition anarchiste pas très construite. Et finalement, on avait quand même quelques désaccords politico, historico, romantiques, on va dire. Et j'ai rendu fou certains d'entre vous avec ce genre de débat, mais bon, c'est du détail. La présence aujourd'hui, ma présence, elle allait pas de soi, et pourtant, je suis là. Je suis là parce que ça a été dit par Assa juste avant. Le travail, l'action de révolution permanente que j'ai pu constater pendant la grève et que nous ensemble, tous les grévistes, on a pu constater, que ce soit par la couverture médiatique énorme qui a vraiment pu mettre en avant la grève des raffineurs et ce qu'on était en train de faire face à finalement un gouvernement et une direction de Total qui allait en mode en rouleau compresseur sur leur bataille sur l'opinion publique et finalement sur tout le poids d'une boîte comme la nôtre. Bah, finalement, ça a été une vraie bouffée d'air, cette présence de révolution permanente, à la fois sur l'aspect médiatique, mais aussi au-delà de ça, sur les débats politiques qu'on a pu avoir avec les camarades qui sont venus nous soutenir sur les piquets de grève, discuter stratégie et avec nous, et puis pouvoir avoir cette analyse politique. Ça a été une vraie source de force dans cette période où ça a été compliqué pour nous tous de mener cette lutte. Sur l'apport de RP, alors je l'évoquais juste avant, moi sur ma tradition anarcho-syndicaliste, on va dire, c'est sûr que l'auto-orga, pour moi, c'est quelque chose vers quoi il fallait aller. Pour autant, on n'avait pas forcément la capacité politique, ou en tout cas les bases politiques pour pouvoir l'organiser. À la discussion avec les camarades, ça a permis justement de tendre vers ça, alors chronologiquement dans la grève, très tardivement et très modestement, parce que tout ça ne s'organise pas, on ne change pas une tradition stalinienne vers une tradition anarchiste, puis peut-être trotskiste en une fraction de seconde. Mais en tout cas, voilà, ces débats-là, ils existent, ils sont importants. Et nous, ce qu'on constate, et ce que j'ai pu constater, c'est que finalement, en une semaine de lutte un peu plus auto-organisée, où les travailleurs ils prennent en main eux-mêmes leur propre grève et ils se saisissent de ce sujet-là, ben, on a obtenu plus qu'en un mois de grève défensive, où on avait très peu d'entrain, très peu de dynamique. On a pu nous constater concrètement ce que c'était, que de remettre finalement le sujet de l'organisation de la grève, non pas dans les mains de bureaucrates syndicaux, mais en l'occurrence dans les mains des travailleurs, et qu'ils ont saisi eux-mêmes. Pour nous, c'est un vrai apport et ça a créé une vraie dynamique. Au-delà de vous remercier sur le fait d'être là, j'ai aussi un intérêt, moi, je dirais philosophique et politique à être là. C'est que je pense vraiment aujourd'hui que RP, c'est la seule organisation qui pose aujourd'hui la question de la stratégie de lutte. C'est quelque chose qui se fait nulle part autre. On a plein d'organisations, qu'elles soient syndicales, comme ma confédération, on va en parler juste après, qui peuvent se targuer d'être révolutionnaires et le mettre dans les statuts et de le mettre partout dans les programmes, etc. Mais il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune autre qui pose la question de la stratégie et comment on y arrive. Sur mon bureau confédéral, puisque c'est de ça aussi que j'ai envie de parler, on a une direction confédérale qui marque dans ses statuts qu'elle est encore révolutionnaire et qu'elle veut organiser la transformation profonde de la société. Et la réalité, c'est qu'on en est très loin. La réalité, et c'est en ça aujourd'hui que je suis là, c'est justement aussi pour ça, parce que on a des directions qui ont déjà du mal à se poser la question de l'organisation collective des grèves, de la synchronicité des grèves, de la grève générale. C'est des questions qui ne se posent plus. Mais s'ils ne veulent pas le faire, peut-être que ce sera à vous aussi à un moment donné, et peut-être on dira à nous à un moment aussi, ce sera peut-être à vous et à nous de le faire ensemble, que justement de poser ces questions d'organisation stratégique des grèves et d'avoir finalement un discours le plus hégémonique qui soit, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire plier le gouvernement sur les réformes qui arrivent ou n'importe quel groupe aujourd'hui sur les questions d'inflation, eh ben c'est que collectivement qu'on arrivera à le faire, et ça c'est une de vos tâches qu'on aura à mener ensemble. Parce que je le disais, mettre dans les statuts des incantations de révolution, à dire qu'on va le construire, on va le faire, etc., c'est bien, mais réellement aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une urgence. On est dans une phase d'accélération des attaques de la bourgeoisie, on s'en prend plein tous la gueule.
Et en ça, il y a une urgence vraiment à aller chercher cette transformation de la société, à s'organiser pour le faire. Parce que clairement, ce n'est pas de ce monde-là qu'on veut pour nos gamins. Et si on veut à un moment donné pouvoir leur proposer un avenir qui soit meilleur, et ben ça passe, je pense, par une organisation politique comme la vôtre, qui vient finalement structurer les mouvements, qui vient discuter de ces questions-là, et qui est profondément convaincu. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, c'est que quand je vois ces militants convaincus, déterminés, avec des grilles d'analyse marxiste, et ben moi j'estime que Révolution Permanente, c'est une vraie chance pour notre classe, que vous êtes une vraie chance pour notre classe, et je vous encourage à continuer ce travail, à construire une organisation politique qui soit à la hauteur des exigences de notre temps et de ce qu'on doit construire pour nos gamins. Et voilà, et je voudrais juste vous remercier, souhaiter un bon congrès, des bons travaux et un bel avenir révolutionnaire. Ah oui, on m'entend encore. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à Hassan, qui est militant CGT, ouvrier de la logistique à Géodis, une filiale de la SNCF que vous connaissez. Et vous savez aussi sûrement qu'avec ses collègues, il a mené une grève victorieuse qui a fait parler les grands médias, qui a même fait parler Macron, pour les salaires, mais aussi pour le respect et la dignité. C'est un des secteurs les plus exploités de notre classe. Avec RP, on est fiers de pouvoir dire qu'on a été à leur côté, que c'est les petites mains invisibles de la logistique et qu'aujourd'hui, on le remercie énormément d'avoir été présent et d'être présent à cette séance d'ouverture de notre congrès. Bonsoir à tous, c'est Hassan, délégué CGT à Géodis. Et là que je vois ce monde-là, et c'est un mot, révolution. J'adore ce mot-là. Il n'y a que la révolution. Et là, dernièrement, on était en grève. On connaît Anas depuis 2014, Laura et tout le monde. Ils sont toujours à nos côtés. Et surtout, je le répète, pour gagner quelque chose, il a dit, nos camarades de la raffinerie, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève. Il n'y a pas de dialogue. Ça n'existe pas, le dialogue. Tout ça, c'est la musique. Et la révolution permanente, depuis on a passé le premier jour de grève, et là, j'ai gardé l'image de Honnête, les femmes de ménage. Je ne sais pas si vous avez gardé. Franchement, c'est très important, intéressant. Surtout au début de la grève et la grève. Pour gagner, déjà, Anas, elle était là. Hein. C'est la caisse de grève. C'est l'argent. Pour plier le patron, il n'y a que l'argent. C'est la caisse de grève. Et là, on a passé un moment extra. Franchement, j'ai vu des étudiants dans les révolutions permanentes qui ont été avec nous dans la caisse de grève. On avait beaucoup de choses. Et on va être là. Désolé, notre camarade, parce on travaille là à ce moment. On a une fête pour la fête de Noël. On va donner des cadeaux, tout ça. Ils vous passent tous les bonjours. Kémiloud, Laurent et tout le monde. Et on va être là. Anas, je le connais. Franchement, c'est le moment de la grève. C'est ça, vous connaissez les gens. C'est pas le genre de... Quand on l'a dit, mon camarade, c'est très important. Je suis CGT et mon sang est le rouge. Mais le moment de la grève, c'est ça, vous connaissez les gens. Est-ce qu'ils sont là ou non? Malheureusement, on a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas le moment de le dire, mais on sait. Parce que nous, on était formés à l'UL de Gennevilliers. Ce n'est pas les gens qui sont... C'est l'UL de Gennevilliers, c'est le base. Les gens qui sont en terrain, ce n'est pas dans les gens qui sont au bureau. En tout cas, je ne vais pas faire un beau discours. Anas, on est là. Et c'est la première fois que j'ai participé à un congrès. Même dans les congrès de la CGT, je ne pars pas. Ça va, ça agiste. Hein. Et j'ai vu le film de l'Argentine, comment ça s'appelle? Zanon. Magnifique. La lutte de classe, ce n'est pas la lutte de place. Et c'est tout. Merci.
Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à Sandra Lucbert, qui est une écrivaine très à contre-courant dans le champ de la littérature, qui participe à la bataille idéologique, qui défend une littérature politique. On s'est rencontrés au rassemblement de soutien quand Anna s'était convoquée au commissariat en pleine campagne. Et c'est une grande fierté de voir qu'il y ait des intellectuels engagés et militants qui soient là aujourd'hui avec nous. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, contre toute apparence, j'arrive moi aussi d'un pays lointain. Ou plus exactement, d'un pays qui s'est éloigné de toute intention révolutionnaire. Je parle depuis la littérature, en particulier, et depuis l'art en général. Et leur état présent m'impose un détour. Il y a les moyens de production tout court et ceux de la production de biens symboliques. La seconde catégorie est en effet seconde et néanmoins non négligeable, car il en faut du travail d'enchantement pour garantir l'immunité du capitalisme, lors même que les hôpitaux démolis, les profs en voie de disparition, les délestages d'électricité, la sécheresse, entre tant d'autres choses. Division du travail hégémonique oblige, il existe un secteur assigné à la manufacture des capes d'invisibilité dont le capitalisme fait grand usage. Le champ de l'art, aujourd'hui, s'en est fait une spécialité. Voici un peu plus d'un mois... Sandra, je suis désolée, je crois que les traducteurs souffrent. Il faut que tu... Non, mais les camarades, je pense qu'on fera une traduction. Oui, sinon c'est pas grave. Parce que je pense c'est ça, Gab, c'est pas possible. C'est un texte littéraire, c'est dur de traduire, traduire sur le... Ok, tant pis. J'y vais. Ok, vas-y, désolée. Alors, on vous assurera une traduction après. Pour traduire grève et lutte de classe, on y arrive. Après, Bon, donc je reprends, je ne sais plus où j'en étais exactement. Alors, le champ de l'art s'en est fait une spécialité, des capes d'invisibilité. Voici un peu plus d'un mois était remis le prix de la fondation privée Pernod Ricard, qui récompense des représentants de la jeune création en art contemporain. La lauréate propose, apprend-on, des tactiques de résistance artistique sur des sujets rarement abordés, l'économie du travail et des transactions. Sa pièce principale s'appelle Agenda. Sur une vitre sans teint, au travers de laquelle apparaissent les rails de la gare Saint-Lazare, un dessin. Une main qui jette une pièce en l'air. Le long de la spirale montante, des indications et 2 pièces, réelles et gravées celles-ci. Sur une face, on lit « Lundi, allez travailler ». Sur l'autre, « Dimanche, n'allez pas travailler ». Et tout en haut, « Lancez cette pièce chaque jour ». Car bien sûr, c'est comme ça qu'on décide d'aller au travail ou pas, en jetant la pièce. L'artiste explique. Tous les jours, je suis allée à la gare. J'ai expliqué aux gens qui partaient travailler. Je leur ai proposé de tirer à pile ou face. À chaque fois, ça les a amenés à se demander « Mais c'est vrai, pourquoi j'y vais ?» Depuis l'univers mental de la tacticienne, c'est évident. Si les gens vont travailler, c'est parce qu'ils agissent sans réfléchir, en oubliant leur libre arbitre. Quand la pièce tombe sur dimanche, c'est « pas travail ». C'est normal, c'est dimanche. Le jour où la tacticienne fait ses achats au carrefour de la gare Saint-Lazare. Et ça, c'est pas du travail. La preuve d'ailleurs, il y a des caisses automatiques. Lauréate de la création engagée, et de fait, engagée elle l'est, pour une meilleure diffusion de son ravissement de classe bourgeois. Dans son ordre, l'art est actuellement une force consolidatrice de l'hégémonie, capitaliste, n'est-ce pas? Parce qu'il fait voir des intentions grandioses sans conséquence, parce qu'il continue de ne pas faire voir les causes structurelles des maux qu'il prétend déplorer, et surtout par son geste fondamental, celui de la fausse critique. C'est là son excellence, le dispositif faux. Fausse critique, fausse subversion, remise en cause qui ne remettent rien en cause. Un des systèmes défensifs les plus retors de l'hégémonie, car l'art et ses simulacres de résistance corroborent la fiction selon laquelle le capitalisme fait place à la liberté de penser. Libres de penser dans les coordonnées du capitalisme, les artistes le sont indéniablement. Leur production nous le confirme chaque jour. École d'art, mécanisme du champ, financement privé, reconnaissance par les institutions médiatiques aux ordres, tous les disposent, le plus souvent inconsciemment, par corruption bien assimilée, à adopter le point de vue de la bourgeoisie. L'adopter et le sublimer, en semblant d'opposition. Je vous l'ai dit, j'arrive de loin, mais j'y arrive. Quel est le but d'un parti révolutionnaire? Réarmer la classe ouvrière. De ce que je comprends de vos intentions, et qui justifie à mes yeux ma présence ici, ce réarmement n'est pas pour vous synonyme d'ouvriérisme. Il entre dans vos buts, je crois, d'entraîner le plus grand nombre possible de secteurs de la société. Ceux de l'art y compris, et d'autant plus qu'en l'état actuel des choses,
Il compte parmi les forces à combattre pour rendre la révolution imaginable. Allard, qui n'a même plus d'idée de la révolution, un parti révolutionnaire la lui met sous les yeux, le force à la regarder de nouveau, et un autre art s'ensuit. La filmographie de Jean-Luc Godard raconte mieux que moi cette histoire-là. Il commence fasciné par le cinéma hollywoodien et ses codes, violemment engueulé par Jacques Rivette au début de la guerre d'Algérie parce qu'il dit apprécier le son du klaxon Algérie française. Et puis ça change. Ces années rouges commencent avec l'opposition à la guerre du Vietnam. Elles finiront à la moitié des années 70. Pourquoi Godard s'est-il donc déplacé, travaillant dès lors à démanteler le sexisme, l'impérialisme, l'exploitation des travailleurs et travailleuses? Parce que la possibilité révolutionnaire apparaît et grandit autour de lui, parce qu'elle le force à voir. Cette possibilité s'articule suffisamment pour qu'il puisse l'intégrer à son effort formel. Alors il l'applique au démontage des régimes des images hégémoniques. Alors il expérimente les conditions matérielles d'une création qui s'arrache à l'industrie capitaliste. Cette période prend fin quand la possibilité révolutionnaire elle-même s'absente. Aujourd'hui, vous la faites revenir. Et si un certain art finit par suivre, c'est que vous l'aurez forcé à voir de nouveau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était magnifique. Vraiment magnifique. Avant de passer la parole à Anas, pour clôturer, oui, je sais, non, mais je sais qu'il va parler. J'ai dit avant de passer la parole. J'ai fait une introduction. J'ai dit avant de passer la parole à Anas et qui va clôturer parce qu'après on doit discuter de la situation internationale quand même. On commence le congrès. Des mots pour Frédéric Lordon qui va prendre la parole maintenant. C'est amusant de penser, bon, je ne pouvais pas m'empêcher de la faire quand même, au tout premier meeting que j'ai animé dans ma vie. Et c'était le premier meeting où effectivement on avait invité Frédéric Lordon. C'était aux prémices du mouvement de la loi travail dans un amphi à Tolbiac survolté. Enfin, c'était le premier mouvement que connaissait ma génération. Il y avait une ambiance exceptionnelle et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis, Frédéric Lordon, c'est resté un ami de l'organisation de Révolution Permanente qu'on a retrouvé un petit peu partout, pendant la grève de Grand Puy, pendant la grève contre la réforme des retraites. Et c'est aussi évidemment un philosophe que vous connaissez tous, qui parle aujourd'hui communisme et transformation révolutionnaire de la société. Donc c'est évidemment un honneur immense qu'il soit là aujourd'hui pour nous saluer. Après tout le chemin qu'on a fait ensemble, et quand on s'est rencontrés, on était un tout petit groupe et aujourd'hui on a beaucoup changé. On est très heureux de pouvoir partager ça aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet accueil. Il y a un slogan qui vient d'un autre secteur de la gauche, mais qui ne manque pas d'intérêt. On l'a entendu notamment chez les anti-bassines et les militants climat. Ce slogan dit « Il est vital de tout niquer ». Et c'est vrai, au point où nous en sommes, il devient vital de tout niquer, mais, ajouterais-je, avec méthode. Qu'est-ce qu'un parti révolutionnaire ? C'est une organisation qui se propose de tout niquer méthodiquement. De tout niquer pour commencer. Alors, slogan pour slogan, il y a un autre que j'aime assez. Bon, c'est un peu normal, il est de mon cru. Il va vous surprendre, je crois, il est assez original. Ce slogan dit « Il n'y a pas d'alternative ». There is no alternative. Je le dis en anglais parce que vous voyez comme c'est drôle. Quand on prend les premières lettres, ça fait comme un prénom, Tina. Du coup, c'est plus facile à retenir. Si vous croyez l'avoir déjà entendu, vous faites erreur. On ne parle pas du tout de la même chose. Mon slogan à moi dit qu'au point où nous en sommes, si on veut éviter l'écocide, c'est-à-dire l'anthropocide, alors il faut un capitalocide. Et qu'en effet, il n'y a pas d'alternative. Mais cette fois-ci pour de vrai. Dans ces conditions, nous pouvons enchaîner nos idées avec conséquence. Le capitalocide, c'est la mise à bas du capitalisme. Or, la mise à bas du capitalisme est un processus d'un genre bien identifié, un processus révolutionnaire. Qu'est-ce qu'un processus révolutionnaire ? C'est un élan des masses. Ce qui ne veut pas dire une spontanéité pure. Revoilà la question de la méthode.
la méthode doit avoir des lieux, un lieu notamment, un parti révolutionnaire. Dans parti révolutionnaire, il y a parti, et on pourrait s'y tromper. Par exemple, la Constitution de la Ve République stipule que, je cite, « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage », c'est-à-dire se tiennent bien. Or, justement, non, il n'est plus l'heure de bien se tenir, puisque c'est celle de tout niquer, ni de concourir à quoi que ce soit sur indication des institutions politiques du capitalisme. Ce qui, je le dis en passant, à mes yeux ne veut pas dire se désintéresser complètement de ce qui s'y passe. Nous avons déjà eu ce débat, n'est-ce pas Marina? Nous l'aurons sans doute encore. En tout cas, le paradoxe de la période, c'est qu'elle n'a jamais requis aussi impérieusement la perspective révolutionnaire, alors qu'on n'y trouve tendanciellement plus aucune organisation revendiquant la perspective révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle, mais par simple logique, quand il s'en fait connaître une, je peux difficilement me retenir de lui dire ma sympathie. Sandra parlait depuis un lieu lointain, l'art. Je parle d'encore plus loin, la bourgeoisie. En bourgeoisie, si vous saviez, la classe ouvrière, on s'en fout, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Le climat, en revanche, ça commence à en faire flipper certains. Ça fait flipper les jeunes, ça fait flipper les diplômés de l'enseignement supérieur, les futurs cadres du capitalisme. Ça commence même à faire flipper des journalistes. Pour toutes les prévisibles résistances institutionnelles, politiques et médiatiques qu'on peut imaginer, quelque chose est en train de s'ouvrir dans les têtes. Une nouvelle disponibilité des esprits est en train de se former. Mais cette disponibilité ne débouchera sur quoi que ce soit que si lui sont activement retirées les dernières illusions, les fausses promesses de pouvoir s'en tirer, les faux espoirs de pouvoir tout garder, et toute la gamme des évitements sédatifs. Pour décrocher de tout ça, pour la décrocher de tout ça, il va falloir du travail. C'est un travail qui entre aussi dans les tâches d'un parti révolutionnaire, c'est-à-dire qui fait partie de la méthode. On me dira peut-être qu'un parti révolutionnaire ne se préoccupe pas de la bourgeoisie, qu'il se préoccupe surtout de la combattre, et d'abord là où elle se combat, sur les lieux du travail. Et ça n'est pas faux. Mais ça n'est peut-être pas complètement vrai non plus. Le travail contre-hégémonique, par construction, vise aussi la bourgeoisie, au moins certaines de ses fractions. Un système de domination est d'autant plus fragile qu'une partie importante des dominants eux-mêmes n'y croient plus. Un ordre de domination est d'autant plus facile à renverser qu'il est devenu friable à l'intérieur. Or, une partie de la bourgeoisie peut décrocher. Celle qui comprendra que dans ses intérêts matériels, il entre aussi ses intérêts de terrestre. Mais elle ne décrochera que si elle est conduite à voir, sans échappatoire possible, que ses intérêts matériels redéfinis, maintenant, ont pour ennemi le capitalisme. Sauf à prendre cette voie, la bourgeoisie, de son propre mouvement, ne décrochera jamais de la division du travail capitaliste qui met les prolétaires à son service, par l'exploitation qui fait sa richesse et par le larbinage généralisé qui soutient son mode de vie. On peut choisir de la combattre frontalement. Telle a été la première version de la lutte des classes. Mais on peut aussi faire entrer dans la stratégie de fragiliser, pour ainsi dire, spirituellement la bourgeoisie. Je dis que dans l'histoire de la lutte des classes, il ne s'est peut-être jamais rien présenté d'aussi puissant que la situation terrestre contemporaine pour la faire vaciller. Hormis un noyau de fanatiques prêts à tout et qui iront jusqu'au bout, il faut ôter à la bourgeoisie jusqu'au désir de lutter pour préserver un ordre qui maintenant lui devient défavorable. Lorsque la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie, aura été conduite en ce point où elle sera convaincue, sinon de rendre les armes, du moins de ne pas les prendre, et que désorientée, elle ne saura plus que faire, à ce moment-là, nous arriverons. Bon, pour clôturer, avant de commencer le point de discussion international, une courte conclusion parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On espère que l'AFP ne va pas retenir juste il faut tout niquer. Il y a un risque. Hein? On dirait Lordon a dit il faut tout niquer. Non, chers camarades, moi je m'associe à ce que, aux mots de Daniela pour remercier l'ensemble des camarades qui sont venus
nous faire l'honneur, le plaisir d'être là, de dire un mot, de montrer aussi leur fraternité avec l'organisation que nous sommes et dont on est en train de mener le premier congrès de fondation, de saluer l'ensemble des congressistes. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je milite avec certains des camarades. La première fois, j'en rigole souvent, je disais, lorsqu'on m'a parlé de Trotsky, etc., j'ai dit, moi, vos histoires de goulag, etc., de révolution, je ne veux pas en entendre parler. 5 ans plus tard, je suis à la direction de la fondation de ce congrès, de cette nouvelle organisation politique. Comme quoi, tout est possible, en fait. La subjectivité des prolétaires peut évoluer, peut changer et peut amener que des personnes comme moi, qui étaient des sceptiques de la possibilité de changer les choses, et ben, du jour au lendemain, peuvent décider de se donner une perspective et une stratégie différente pour y croire. Et moi, je me disais depuis tout à l'heure, en regardant ce congrès, en regardant les différentes personnes qui sont intervenues à cette tribune, que ça soit Assa, que ça soit Sandra, Frédéric, les camarades de la raffinerie de Grand Puy, Alexis, de Géodis, Hassan et tous les camarades de l'AFT, qu'il y a un monsieur qui, à 82 ans, est mort, a laissé sa vie au mois d'août 1940 d'un coup de piolet, qui avait tendu un livre à une personne qui a essayé de gagner son amitié pendant 1 an et qui a gagné son amitié pour pouvoir lui mettre un coup fatal et en finir de sa vie. Et si 82 ans plus tard, il voyait ce congrès, non pas pour lui, non pas pour sa personne, mais pour le projet révolutionnaire qu'on est en train de mener, je pense qu'il serait extrêmement fier. Et c'est pour ces raisons qu'on est en train de mener ce congrès, non pas pour être la plus belle chapelle, non pas pour être le plus beau parti, pour être les meilleurs, les plus forts, mais parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sont exploitées et opprimées à l'échelle internationale. Il y a des millions de personnes dans ce pays également qui sont exploitées, qui sont opprimées, à qui on propose comme seul avenir le fait de travailler jusqu'à 65 ans, le fait de se casser le dos chaque jour au travail, de ne pas pouvoir vivre dignement, des personnes qui, lorsqu'il y a des crises sanitaires, on leur explique qu'ils n'ont le droit ni à des masques, ni à du gel hydroalcoolique, ni même à un respirateur artificiel, des personnes qui ne savent pas quel va être leur avenir, l'avenir des générations futures, entre les crises climatiques, les crises sanitaires, les crises économiques, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine. Et c'est pour tout ça qu'on est en train de construire et fonder cette nouvelle organisation, non pas pour être, comme certains aiment utiliser le nom de Trotsky pour essayer de railler, pour essayer de critiquer, pour expliquer que le trotskisme, ce sont des scissions. Non, si on est trotskiste et si on fonde cette nouvelle organisation politique, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre chapelle, mais c'est pour essayer d'aider et de participer à en finir avec l'exploitation, en finir avec l'oppression, en finir avec ce système capitaliste qui ne propose rien d'autre que de la barbarie. Et je me suis dit, parce que c'est le seul truc que j'ai écrit, parce que j'ai rien écrit de tout ce que je viens de dire juste avant, je me suis dit merde, tu vas être emmerdé parce que dans le congrès de fondation d'une organisation trotskiste, ils vont tous citer Trotsky et t'ont mis à la fin. Mais manque de peau, il n'y en a pas un qui a cité Trotsky, du coup je peux me permettre de le faire en conclusion et montrer à quel point ça va faire aussi le lien avec ces 3 journées et aussi la séance qui va s'ouvrir juste derrière sur les textes internationaux. Trotsky, dans un des textes importants qui tirait le bilan de ce qui s'est passé lors de la Révolution espagnole, parlait du parti de cette manière. Il disait « Dans les moments cruciaux, de tournants historiques, la direction politique peut devenir un facteur aussi décisif que l'est celui du commandant en chef au moment critique de la guerre. L'histoire n'est pas un processus automatique. Autrement, pourquoi des dirigeants? Pourquoi des partis? Pourquoi des programmes? Pourquoi des luttes théoriques ?» Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, modestement, on essaie de se préparer avec ce premier congrès de fondation à être là et présent le moment où il y aura ces moments cruciaux, ces tournants historiques, ces moments décisifs, parce qu'on a envie d'être conséquent avec l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui, on le sait, dans les prochaines séquences, vont être amenés à lutter, vont être amenés à sortir. Et lorsqu'il n'y a pas de direction politique, lorsqu'il n'y a pas d'organisation qui est capable de peser de toute sa force, qui est capable d'amener une direction à ces mouvements subversifs, on sait comment ces mouvements finissent. Et ce n'est pas uniquement la spontanéité qui change les choses, mais c'est bien une tâche stratégique des révolutionnaires de peser de toute leur force. Et modestement, Révolution Permanente a déjà, dans des moments
subversifs, des moments de tension comme ont été le mouvement des Gilets jaunes, montrer que lorsqu'on était moitié moins, voire même pas une centaine à l'époque au moment du mouvement des Gilets jaunes, où ça nous est tombé tous sur la tête, où du jour au lendemain, on a vu des personnes de 60, 70 ans jeter des pavés avec leurs pieds contre des CRS, rejeter des bombes lacrymogènes avec leurs mains qu'on leur envoyait sur l'avenue des Champs-Élysées. Eh ben, on a essayé, en tant que militants révolutionnaires, de peser de toutes nos forces. Et on était fiers à ce moment-là d'être une petite poignée et de penser à faire une stratégie avec le comité Adama qui s'appelait le pôle Saint-Lazare et de faire en sorte qu'il y ait eu plus de 5000 personnes à l'époque, durant le mouvement des Gilets jaunes, qui étaient là, des militantes et des militants syndicaux, ouvriers, des gens des quartiers populaires, qui étaient aux côtés du mouvement des Gilets jaunes, quand beaucoup disaient que c'était des personnes réactionnaires, des petits patrons et des gens d'extrême droite. Et nous, on était fiers d'être là à ce moment-là, comme on a été fiers d'être au moment de la réforme des retraites, à essayer de peser de toutes nos forces et de construire une coordination qui a réussi à mettre aussi en déroute le plan de Levoy. C'est pour toutes ces étapes qui vont arriver dans les prochaines périodes que ce congrès de fondation qui a réuni dans l'ensemble de ces assemblées générales plus de 400 personnes, aujourd'hui doit se donner la tâche, les camarades, de sortir avec le plus de vivacité de débat, le plus de vivacité démocratique, montrer que ce n'est pas juste la fondation d'une nouvelle organisation, mais que c'est la fondation de la future organisation révolutionnaire qui, je l'espère, deviendra le parti révolutionnaire qui permettra d'en finir avec la bourgeoisie et le système capitaliste. Merci les camarades. Bon, écoutez, je pense qu'on a tous, Anas, Dany, remercié tout le monde, mais je vais le faire une dernière fois. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont venus apporter leur soutien, nous dire quelques mots, nous encourager et nous souhaiter le meilleur pour ce congrès. Vous le savez, on va avoir 3 jours de débat intense. Il est tard. La proposition, c'est qu'on se retrouve ici à 18h pile, vraiment pile. Entre délégués et voilà. Et délégation internationale. À 18h, je disais, parce qu'il va falloir notamment qu'on vote la commission des mandats. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, il faut se retrouver à 18h parce qu'il faut qu'on discute de la situation internationale, qu'il est déjà relativement tard. Donc voilà, 18h. Merci beaucoup aux camarades. Merci.